Bonjour, bienvenue dans la bibliothèque des Béatrices. Aujourd'hui, je vais vous lire Conte du lundi d'Alphonse Daudet. Caro, j'espère que tu vas aimer. Les contes s'intitulent La dernière classe, récit d'un petit Alsacien. Ces matins-là, j'étais très en retard pour aller à l'école et j'avais grande peur d'être grondée. D'autant que M. Hamel nous avait dit qu'il nous interrogerait sur les participes, et je n'en savais pas les premiers mots. À un moment, l'idée m'est vint de manquer la classe et de prendre ma course à travers les champs. Les temps étaient si chauds, si clairs. On entendait les merles siffler à la lisière du bois, et dans les prairies paires, derrière la scierie, les Prussiens qui faisaient l'exercice. Tout cela me tentait bien plus que la règle des participes. Mais j'ai eu la force de résister et j'ai couru bien vite vers l'école. En passant derrière la mairie, je vis qu'il y avait du monde arrêté près du petit grillage aux affiches. Depuis 2 ans, c'est de là que nous sont venues toutes les mauvaises nouvelles. Les batailles perdues, les réquisitions, les ordres de la commandature. Et j'ai pensé sans m'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, comme j'ai traversé la place en courant, le forgeron Watcher, qui était là, avec son apprenti, en train de lire l'affiche, m'écria: Ne te dépêche pas tant, petit, tu y arriveras toujours assez tôt à ton école. J'ai cru qu'il se moquait de moi, et j'entrai tout essoufflé dans la petite cour de M. Hamel. D'ordinaire, au commencement de la classe, il s'est fait un grand tapage qu'on entendait jusque dans la rue. Les pupitres ouverts, fermés. Les leçons qu'on répétait très haut tous ensemble en se bouchant les oreilles pour mieux apprendre, et la grosse règle du maître qui tapait sur les tables. Un peu de silence. J'ai compté sur tous ces trains pour gagner mon bain sans s'être vu, mais justement ce jour-là, tout était tranquille, comme un matin de dimanche. Par la fenêtre ouverte, je voyais mes camarades déjà rangés à leur place et M. Hamel, qui passait et repassait avec la terrible règle en fer sur les bras. Il fallut ouvrir la porte et entrer au milieu de ces grandes calmes. Vous pensez si j'étais rouge et si j'avais peur? Eh bien, non. M. Hamel me regarda sans colère et me dit très doucement: Va vite à ta place, mon petit Franz. Nous allions commencer sans toi. J'enjambais les bains et je m'assis tout de suite à mon pupitre. Alors seulement, je, je remis, pardon, un peu remis de ma frayeur, j'ai remarqué que notre maître avait sa belle redingote verte, son jabot plissé, fin et la calotte des soies noires brodées qu'il ne mettait que les jours d'inspection des distributions des prix. Du reste, toute la classe avait quelque chose d'extraordinaire et de solennel. Mais qui m'a sûrement surpris le plus, ce fut de voir au fond de la salle, sur les bancs qui restent vides d'habitude, des gens du village assis et silencieux comme nous. Les vieux Hauser avec son tricorne, l'ancien maire, l'ancien facteur, et puis d'autres personnes encore. Tous ces mondes-là paraissaient tristes, et Hauser avait apporté un vieil abécédaire mangé au bord qui tenait grand ouvert sur ses genoux, avec ses grosses lunettes posées à travers les pages. Pendant que je m'étonnais de tout cela, M. Hamel était monté dans sa chaire, et dans la même voix douce et grave dont il m'avait reçu, il nous dit: Mes enfants, c'est la dernière fois que je vous fais la classe. L'ordre venu de Berlin de ne plus enseigner que l'allemand dans les écoles de l'Alsace et de la Lorraine. Les nouveaux maîtres arrivent demain. Aujourd'hui, c'est votre dernière leçon de français. Je vous prie d'être bien attentifs.
Ces quelques paroles me bouleversèrent. Ah, les misérables, voilà ce qu'ils avaient affiché à la mairie. Ma dernière leçon des Français. Et moi qui savais à peine écrire, j'apprendrais donc jamais. Il faudrait donc en rester là. Comme je m'en voulais maintenant du perdre du temps, des classes manquées à courir les nuits ou à faire des glissades sur la Sarre. Mes livres, que tout à l'heure encore j'ai trouvé si ennuyeux, si lourds à porter, ma grammaire, mon histoire sainte, me semblaient à présent des vieux amis qui me feraient beaucoup de peine à quitter. C'est comme Monsieur Hamel. L'idée qu'il allait partir, que je ne les reverrais plus, me faisait oublier les punitions, les coups des règles. Pauvre homme! C'est à l'honneur de cette dernière classe qu'il avait mis ses beaux habits du dimanche. Et maintenant, je comprenais pourquoi ces vieux du village étaient venus s'asseoir au bout de la salle. Cela semblait dire qu'ils regrettaient de ne pas y être venus plus souvent à cette école. C'était aussi comme une façon de remercier notre maître de ses 40 ans, des bons services et de rendre leur devoir à la patrie qui s'en allait. Je n'étais là de mes réflexions quand j'entendis appeler mon nom, qu'au mon tour de réciter, que je n'aurais pas donné pour pouvoir dire tout au long de cette fameuse règle de participe bien haut, bien clair, sans une faute, mais je m'embrouillais au premier mot, et je restais debout, à me balancer dans mon banc, le cœur gros, sans oser lever la tête. J'entendais M. Hamel qui me parlait. Je ne te gronderai pas, petit France, tu dois être assez puni. Voilà ce que c'est. Tous les jours, on s'est dit, bah, j'ai bien les temps, j'apprendrai demain. Et puis, tu vois ce qui arrive. Ah, c'était les grands malheurs de notre Alsace de toujours remettre son instruction à demain. Maintenant, ces gens-là sont en droit de nous dire comment vous prétendriez être français, vous ne savez ni lire ni écrire votre langue. Dans tout ça, mon pauvre France, ce n'est pas encore toi les coupables. Nous avons tous notre bonne part des reproches à nous faire. Vos parents n'ont pas assez tenu à vous voir instruit. Ils aiment mieux vous envoyer travailler à la terre ou aux filatures pour avoir quelques sous de plus. Moi-même, n'ai-je rien à me reprocher? Est-ce que je ne vous ai pas souvent fait arroser mon jardin au lieu de travailler? Et quand je voulais aller pêcher des truies, est-ce que je me gênais pour vous donner congé? Alors, d'une chose à l'autre, M. Hamel s'est mis à nous parler de langue française, disant que c'était la plus belle langue du monde, la plus claire, la plus solide, qu'il ne fallait la garder entre nous et ne jamais l'oublier. Parce que quand un peuple tombe esclave, tant qu'il tient bien sa langue, c'est comme s'il était la clé de sa prison. Puis, il prit une grammaire et nous lut notre liaison. J'étais étonnée de voir comment je comprenais. Tout ce qu'il disait me semblait facile. J'y crois aussi que je n'avais jamais si bien écouté et que lui non plus n'avait jamais mis autant de patience à ses explications. On aurait dit qu'avant de s'en aller, les pauvres hommes voulaient nous donner tout son savoir, nous les faire rentrer dans la tête d'un seul coup. La leçon finie, on passa à l'écriture. Pour ce jour-là, M. Hamel nous avait préparé des exemples tout neufs sur lesquels était écrit un bel ronde France, Alsace, France, Alsace. Cela faisait comme des petits drapeaux qui flottaient tout autour de la classe, pendus à la triangle de nos pupitres. Il fallait voir comme chacun s'appliquait. Et quel silence! On n'entendait rien que les grincements des plumes sur les papiers. Un moment, des hannetons entrèrent. Mais personne n'y fit attention, pas même les tout-petits qui s'appliquaient à tracer leur bâton avec un cœur, une conscience, comme si cela était encore du français. Sur la toiture de l'école, des pigeons roucoulaient tout bas, et je me disais en les écoutant.
Est-ce qu'on ne va pas les oublier à chanter en allemand eux aussi? De temps en temps, quand je levais les cieux dessus de ma page, je voyais M. Hamel immobile dans sa chair et fixant les objets autour de lui, comme s'il avait voulu emporter dans son regard toute cette petite maison d'école. Pensez! Depuis 40 ans, il était là, à la même place, avec sa cour, en face de lui et sa classe toute pareille. Seulement les bains, les pupitres s'étaient polis, frottés par l'usage, les noyers de la cour avaient grandi et les soublons qu'il avait plantés lui-même enguirlandaient maintenant les fenêtres jusqu'au toit. Quel crèvement, quel crève-cœur ça devait être pour ces pauvres hommes de quitter toutes ces choses et d'entendre sa sœur qui allait venir dans la chambre au-dessus, en train de fermer leur mal, car il devait partir le lendemain, s'en aller du pays pour toujours. Tout de même, il eut le courage de nous faire la classe jusqu'au bout. Après l'écriture, nous eûmes la leçon d'histoire. Ensuite, les petites chantèrent tous ensemble les Babébi-Bobo. Là-bas, au fond de la salle, le vieux Oisser avait mis ses lunettes et tenant son abécédaire à deux mains, il épelait les lettres avec eux. On voyait qu'il s'appliquait lui aussi. Sa voix tremblait d'émotion et c'était si drôle de l'entendre que nous avions tous envie de rire et de pleurer. Ah, je me suis brandée de cette dernière classe. Tout à coup, l'horloge de l'église sonna à midi, puis l'Angélus. Au même moment, les trompettes des Prussiens qui revenaient de l'exercice éclatèrent sous nos fenêtres. Monsieur Hamel s'éleva. Et tout pâle dans sa chair, jamais il ne m'avait jamais paru si grand. Mes amis, il se tourna vers la table, prit un morceau de craie et en s'appuyant de toutes ses forces, il écrivit aussi gros qu'il put. Vive la France! Puis, il resta là, tête appuyée au mur et sans parler avec sa main, il me faisait signe. C'est fini. Allez-vous-en. Caro, j'espère que tu vas aimer. Je t'embrasse très très fort.